C'est une nouvelle façon de soutenir Kiev. Outre l'envoi d'armes, l'Union européenne envisage de former les soldats ukrainiens lors d'entraînements qui se dérouleraient dans des pays voisins de l'Ukraine. Le chef de la diplomatie européenne a indiqué que la mission devait être à la hauteur de cette guerre, sans pour autant fournir plus de détails sur le nombre de formateurs. Je pense qu'une guerre qui dure nécessite un effort non seulement en termes de matériel, mais aussi de formation et d'aide à l'organisation de l'armée. C'est actuellement en discussion entre les États membres. Cela sera mis sur la table la semaine prochaine à Prague, lors du Conseil des ministres de la Défense. J'espère que cela sera approuvé. Moscou pense également sur le long terme. Lors de son discours de célébration du jour du drapeau russe, Vladimir Poutine a notamment évoqué l'éducation des jeunes générations. Le drapeau national, comme l'inaltérable bannière rouge de la victoire pendant la Seconde Guerre mondiale, sert à éduquer la jeune génération aux valeurs du patriotisme, de la citoyenneté et de la responsabilité pour l'avenir de la patrie. Le chef du Kremlin a déclaré qu'à la rentrée, chaque semaine débutera par une cérémonie solennelle de levée du drapeau et de chant de l'hymne dans toutes les écoles du pays. De l'autre côté de la frontière, le conflit se poursuit. Ce lundi, Kiev a reconnu que près de 9000 soldats ont été tués depuis le mois de février. Et malgré les appels de la communauté internationale pour éviter une catastrophe nucléaire, des bombes sont à nouveau tombées non loin de la centrale de Zaporijjia. Vivre sous terre, c'est désormais le quotidien de ces soldats ukrainiens à Mykolaiv, dans le sud de l'Ukraine. La routine s'est installée sur ce front, mais elle est toutefois rythmée par des bombardements incessants. Le conflit a commencé il y a 6 mois et s'est transformé en une épuisante guerre d'usure. Nous avons repris la zone aux Russes. Nous les avons repoussés, mais ils tentent de revenir. Les soldats patrouillent au cœur des bâtiments détruits en attendant de lancer leur contre-offensive. Elle ne sera pas annoncée à l'avance. Il s'agira d'un ordre donné, d'un signal approprié, et nous passerons à la contre-attaque. En général, ces informations sont diffusées dans le but d'influencer le moral des soldats. De la ville, il ne reste plus grand-chose. Seuls les soldats déambulent dans les rues fantômes. Un paysage de désolation qui parfois les démoralise, mais défendre leurs terres les aide à tenir. Le moral était bas au premier jour de la guerre, lorsque nous perdions sans cesse du terrain et que tout le monde craignait que tout s'effondre. Le moral est meilleur lorsque nous repoussons les Russes. Nous savons que nous serons encore là pour un long moment. Alors nous allons creuser et nous préparer pour l'hiver. Les deux fronts sont dans la passe, mais les récentes destructions d'infrastructures militaires russes en Crimée redonnent le moral aux Ukrainiens. La péninsule annexée semblait pourtant intouchable pour les Russes. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, l'Union européenne essaie de se sevrer du gaz russe. Une tâche difficile alors que Moscou est son principal fournisseur pour cet hydrocarbure. Pendant que les Européens profitent encore des températures estivales, les mises en garde s'accumulent pour une consommation modérée de l'énergie. Le commissaire européen au marché intérieur conseillait la semaine dernière aux citoyens de limiter l'utilisation du climatiseur cet été et du chauffage quand l'hiver s'installera. La Commission souhaite une baisse de 15% de consommation de gaz entre août et mars prochain. On faisait 5 cuissons dans la journée, là on a réduit à 3. On s'est organisé autrement, c'est-à-dire que les spéciaux, on les cuit en même temps que les baguettes, au lieu de les cuire séparément. Ces recommandations ne sont néanmoins pas au goût de tous les Français. Je trouve que c'est abusif. On fait ce qu'on veut chez soi, non? On paye le gaz, on paye l'électricité, on fait ce qu'on veut. Ben on aura froid, on mettra des couvertures. On peut toujours mettre plus de pulls, des chaussettes, des moufles même s'il faut. Cette crise énergétique n'atteint pas que les 27. Au Royaume-Uni, les factures d'électricité ont presque triplé en un an et certains Britanniques refusent de les régler.
Je vais transférer cet argent sur un compte bancaire et ils ne l'auront que si nous parvenons à un accord. Ce mouvement séduit alors que l'inflation a atteint 10% sur la dernière année, un niveau jamais enregistré en 40 ans. Si nous refusons tous de payer, que va-t-il se passer? Je pense prendre part au mouvement. Le gouvernement britannique, qui devrait prochainement changer de chef, souhaite aussi inciter les foyers à utiliser les appareils gourmands en énergie tels que les lave-linges pendant les heures creuses. Il reste moins d'un mois avant que la Suède élise son nouveau Parlement. Cette fois encore, un thème domine la campagne, la lutte contre les gangs. Vendredi, une fusillade a eu lieu dans un centre commercial de Malmö, dans le sud du pays, faisant une victime. Selon la police, le tireur présumé de 15 ans appartenait à l'une de ces organisations mafieuses. Ce n'est malheureusement pas un cas isolé. Le royaume scandinave est gangréné par ces clans ultra-violents. Depuis le début de l'année, au moins une personne a été tuée par balle chaque semaine en Suède. La première ministre social-démocrate Magdalena Andersson cherche des solutions pour sortir de cette spirale de la violence. Cette offensive se déroulera sur 2 fronts, contre les armes à feu et contre les gangs. Mais d'abord, nous allons agir contre le trafic d'armes illégales. À l'avenir, la police sera autorisée à fouiller chaque pièce du sous-sol, chaque appartement et chaque voiture où les criminels pourraient avoir caché des armes. Fusillades, voitures en feu et explosions, cela fait des années que les gangs posent problème en Suède. Bien souvent, il s'agit de règlements de compte ou de trafic de drogue. Mais les criminels sont de plus en plus jeunes et certains sont issus de familles d'immigrés. Les experts fustigent la politique d'intégration. Selon eux, trop peu d'argent a été consacré à l'éducation et à la politique sociale, contribuant ainsi à la formation de ghettos et de sociétés parallèles, comme ici à Wellbo, une banlieue de la ville de Göteborg, dans l'ouest du pays. Comme dans d'autres quartiers, la police a été renforcée. Le gouvernement veut désormais prendre des mesures encore plus sévères. Par exemple, la peine minimale pour les infractions liées aux armes devrait passer de 2 à 4 ans de prison. Mais pour l'opposition, cela ne va pas assez loin. Si elle obtient la majorité lors du renouvellement du Parlement le 11 septembre, elle promet que l'appartenance à un gang sera considérée comme un délit et que toute personne immigrée rejoignant un de ces clans sera immédiatement expulsée. Les résultats du test de dépistage de drogue effectué par la première ministre finlandaise sont revenus négatifs. Son gouvernement vient d'en faire l'annonce ce lundi, 4 jours après les prélèvements. Sanna Marin s'était livrée à ces tests suite à la diffusion d'une vidéo la montrant danser à une fête privée avec des amis. La première ministre de 36 ans a toujours nié la prise de drogue, mais certains membres de l'opposition ont demandé la preuve. En colère, ils protègent toujours la maison de leur ancien Premier ministre. Nous sommes au Pakistan, où des dizaines de partisans de Imran Khan sont indignés et veulent empêcher la police de l'arrêter. L'ex-chef du gouvernement pakistanais est accusé de terrorisme depuis ce meeting samedi soir, au cours duquel il a juré de poursuivre en justice des policiers et une femme juge et a affirmé qu'un de ses proches collaborateurs avait été torturé. C'est la réaction du public pour dire qu'aucune armée, aucune agence, aucune police, aucune force paramilitaire ni personne ne peut s'opposer au peuple. Nous sommes la force de nos forces, nous sommes la force de ceux qui appliquent la loi aussi. Le gouvernement ne peut pas s'opposer à 220 millions de Pakistanais. Imran Khan a été destitué de son poste en avril dernier par une motion de censure. Ce lundi, la justice lui a accordé 3 jours de liberté provisoire. Il risque des années de prison. Le Real Madrid honore l'un de ses plus brillants représentants et lui offre des adieux émouvants. En quittant la Maison Blanche, club de ses plus grands exploits pendant près d'une décennie, Casemiro ne peut retenir ses larmes. Arrivé sur la pointe des pieds en 2013, en même temps que l'entraîneur Carlo Ancelotti, présent aux côtés du président du club Florentino Pérez, le milieu brésilien quitte Madrid en légende. Lorsque ma femme et moi sommes arrivés ici, nous ne connaissions personne. C'était un nouveau pays, un nouveau club, où peu de gens nous connaissaient. Pourtant, c'est ici que nous avons construit nos vies. Notamment vainqueur de 3 championnats d'Espagne et surtout 5 Ligues des Champions,
Casemiro laisse une trace indélébile dans l'histoire de la Maison-Blanche. Direction à présent Manchester United, en difficulté ces dernières saisons. Le Brésilien y portera le numéro 18, celui de la légende Paul Scholes.